Donc la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences. Vous remarquerez tout de suite qu'on parle d'emploi et des compétences, l'emploi faisant référence à une quantité, à un volume, et les compétences faisant référence à la qualité des ressources humaines. Hein. Et évidemment, si pédagogiquement je vais séparer l'adaptation quantitative de l'adaptation qualitative, dans la réalité, hein, c'est totalement lié. Alors, il y a une nécessité de planifier les besoins à la fois quantitativement et qualitatifs en ressources humaines. C'est la logique donc d'adaptation des ressources humaines sur le long terme, puisque, vous l'aurez bien compris, l'entreprise va changer de position, elle se développe, elle se diversifie parfois, elle change sa stratégie, donc elle a besoin de nouvelles compétences, puis en même temps, les hommes qui l'accompagnent, eh bien, vont partir, vont démissionner, partent à la retraite, etc. De nouveaux sont recrutés, hein, donc vous avez en permanence une modification et du volume et des caractéristiques des salariés dans une entreprise. Alors, si on peut proposer donc le schéma suivant pour montrer comment il est nécessaire, pourquoi il est nécessaire de modifier, effectivement, de planifier, les ressources humaines à moyen et long terme, eh bien, c'est en rapport, effectivement, avec les politiques à moyen et long terme de l'entreprise. Qu'est-ce qui fait changer les ressources humaines que l'on devrait idéalement posséder? Eh bien, c'est essentiellement la stratégie. Hein, donc, stratégie à moyen et à long terme, stratégie générale de l'entreprise, et notamment quand cette stratégie concerne le développement de nouvelles activités ou l'abandon d'activités. Le développement de nouvelles activités va donner lieu effectivement à des recrutements, ou bien, si ce n'est pas des recrutements, en tous les cas, elle va donner lieu à des actes de formation. Ça, c'est une première chose. Quand c'est un abandon, eh bien, il va falloir repositionner des salariés. Alors, ça va du plan de licenciement, évidemment, au pire, mais à des actions de requalification pour que les salariés puissent occuper d'autres emplois à l'intérieur de l'entreprise. C'est aussi le cas des recentrages d'activités. Le recentrage d'activités suppose qu'on va externaliser des activités. Que vont devenir les salariés de ces activités externalisées? Le re-engineering, la reconfiguration de processus, qui généralement, hein, soyons clairs, fait sauter des postes. Hein, c'est pour ça, le re-engineering, il est destiné à provoquer des gains de productivité, donc il est normal qu'on ait besoin de moins de salariés derrière. L'internationalisation, qui va aussi poser des problèmes de RH, des problèmes de mutation interne au groupe, des problèmes, là aussi, de changement de cadre géographique d'activité. Hein. Donc, toutes les opérations stratégiques ont une implication importante sur le volume et les caractéristiques des ressources humaines. Alors, en fonction de ces intentions stratégiques, on est d'accord que l'intention stratégique, c'est 3 à 5 ans l'horizon. C'est-à-dire que le plan stratégique qui est dessiné par l'équipe dirigeante de l'entreprise, il est au minimum sur un horizon de 3 ans. Hein, donc on verra quand on étudiera la stratégie, il est super difficile de prévoir sur 3 ans. Hein, et il y a tout un tas d'événements qui vont arriver d'ici là, qui vont venir contrarier cette stratégie. Hein, donc on verra qu'il y a des méthodes pour arriver à adapter finement la stratégie en fonction de ce qui arrive. Mais en tous les cas, on sait déjà vers où on veut aller. Hein, en termes d'activité, on sait vers où on veut aller et on sait les grosses implications que ça va avoir sur les ressources humaines. Donc, on va pouvoir faire une projection du volume et de la structure des emplois sur 3 ou 5 ans. On part de son effectif aujourd'hui par qualification ou par compétence et on se dit, voilà, demain, on veut aller là et voilà l'effectif qu'il nous faudra avec telle compétence. Et on regarde le delta entre les deux, entre ce qui est prévu et ce que l'on aura donc dans 3 ou 5 ans. Mais ce qu'on aura dans 3 ou 5 ans, évidemment, ce n'est pas la même chose que l'on a aujourd'hui en termes de ressources humaines. Parce que les ressources humaines elles-mêmes évoluent. Elles vont évoluer suite à quoi? Eh bien, suite qualitativement
parce que les gens vont se former. Elles vont évoluer aussi parce qu'un certain nombre de salariés va démissionner, va être promu, va être licencié, va partir à la retraite. Et d'autres vont être embauchés. Donc, c'est le décalage, finalement, entre la projection des actifs de l'entreprise à 3 et à 5 ans et la comparaison avec ce que l'on souhaiterait obtenir. Et c'est donc la différence entre la projection de l'effectif et les prévisions d'activité à 3 ou 5 ans qui, effectivement, va nous donner un état des lieux des besoins en ressources humaines. Alors, besoin de formation, besoin de recrutement, mais aussi penser parfois à comment on va se séparer des collaborateurs parce qu'il y a des activités qui vont disparaître et éventuellement des gens qui ne sont pas ou qu'on ne veut pas reconvertir. Donc voilà un petit peu l'enjeu de cette gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences. Donc à l'issue de cette comparaison, en fait, il y a 3 situations qui peuvent aboutir. Pour telle compétence, on aura dans 3 ans ce qu'il nous faudra. Donc voilà, on n'a pas de problème de gestion de ressources humaines, mais le plus souvent, c'est le décalage. On va avoir des qualifications en sureffectif et on va avoir des nouvelles compétences qui vont être totalement déficientes au niveau du personnel. Et ensuite, on va se demander donc comment on va pouvoir réduire ces problèmes de sous-effectif et ces problèmes de sureffectif. Alors, les modalités d'adaptation de l'emploi à long terme. Alors d'abord, et c'est l'intérêt de la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences, c'est qu'on va pouvoir privilégier les salariés au marché du travail. Donc, on va d'abord regarder ce que l'on peut faire avec notre propre personnel avant de se dire, eh bien, finalement, il existe des compétences toutes faites, toutes bâties sur le marché du travail. Donc, avant de parler recrutement, regardons déjà comment on peut faire muter nos propres ressources humaines. On est dans un acte donc de management, dans un acte de fidélisation des salariés, et c'est une dimension extrêmement importante pour ces derniers, évidemment, puisque c'est la pérennité de leurs emplois. Alors, on compare les ressources aux besoins, donc je vous rappelle, à 3 ou 5 ans, avec donc ces 2 situations contraires qui peuvent cohabiter en fonction des activités et des qualifications, sous-effectif ou sur-effectif. Alors, l'adaptation interne que l'on va pouvoir envisager, c'est évidemment, pour faire correspondre les qualifications, des politiques de formation. Donc, on va donner de nouvelles qualifications professionnelles à des salariés dont le métier est appelé à disparaître dans 2 ou 3 ans. Alors, vous allez me dire, mais si c'était comme ça, il n'y aurait quasiment pas de licenciement. L'entreprise n'aurait pas à licencier puisque les entreprises, en général, se développent plutôt sur le moyen et le long terme. Donc si on arrive à faire correspondre les qualifications des salariés à ces évolutions, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème de licenciement. En fait, si, il y en a, parce que quelle est la proportion des salariés à être formés? Que les qualifications qui vont disparaître, eh bien, elles ne peuvent être... Leurs titulaires ne peuvent souvent pas occuper les qualifications, ne peuvent pas obtenir les qualifications qui seront nécessaires demain. Les anciens emplois qui sont détruits, eh bien, leurs titulaires ne sont pas toujours en capacité d'occuper les nouveaux emplois. Alors, pensez quand même qu'on est dans une problématique d'augmentation des qualifications dans l'entreprise. Donc c'est vrai pour un certain nombre, à partir de l'encadrement intermédiaire des techniciens, c'est vrai, pour tout le monde. Après, il peut y avoir des adaptations pour le personnel de base pour apprendre de nouvelles tâches. Mais quand il va s'agir effectivement de monter en compétences, eh bien, il y a une partie de l'effectif de l'entreprise qui ne pourra pas suivre en termes de formation. Je veux dire, c'est une réalité qu'on peut regretter, mais qui est un problème à la fois pour les salariés et aussi pour les entreprises. Les entreprises préféreraient, et de très loin, pouvoir faire évoluer leur personnel et donc leur confier à chaque fois de nouvelles missions. Souvent, ce n'est pas possible. Donc,
la politique de formation. Ça reste quand même le principal moyen d'adaptation. Alors ensuite, on peut encourager donc à la mobilité professionnelle et géographique, parce que dans les grandes entreprises, il y a d'autres métiers, il y a d'autres sites. Donc une des solutions pour adapter, si vous voulez, les emplois à ce qu'on voudra, à ce qu'on veut à 3 ou 5 ans, eh bien, c'est encourager les salariés à cette mobilité. Il y a aussi la politique de promotion professionnelle. Donc là, on est dans l'adaptation hyper positive, puisqu'on a besoin de nouvelles compétences, de nouvelles directions ou de nouveaux encadrants, si vous voulez, et on va confier au personnel actuel, à une partie du personnel actuel, eh bien, ces nouvelles responsabilités. Donc là, c'est le plan de carrière, si vous voulez, qui va permettre d'adapter en partie les compétences désirées aux compétences, les compétences des salariés aux compétences désirées. Et puis, quand il n'y a pas de solution, eh bien, on est sur 3 ou 5 ans, on a du temps, et on peut mettre en place des politiques d'incitation au départ. Vous savez qu'il existe aujourd'hui un dispositif qui permet cela, c'est la rupture conventionnelle. Et donc, eh bien, il faut, si elle est négociée avec des conditions suffisamment attractives pour les salariés, eh bien, effectivement, ça peut marcher, si elle s'accompagne aussi d'un soutien au retour à l'emploi derrière. Donc, il existe des possibilités, et plus on s'y prend tôt, plus on est en amont, et plus ces possibilités vont être importantes. Donc, plus l'adaptation sera, moins coûteuse pour les salariés, en quelque sorte. Alors, quand on n'a pas la solution en interne, il y a toujours des dimensions où on ne peut pas trouver la solution en interne. Si vous avez besoin d'un nouveau directeur marketing, il y a pas mal de chances. Alors si vous avez un service marketing épais, vous allez peut-être pouvoir promouvoir un technicien du marketing à cette fonction, mais si ce n'est pas le cas, vous allez bien être obligé de passer par le marché du travail. Donc c'est la politique de recrutement qui va permettre essentiellement l'adaptation à moyen et long terme des effectifs de l'entreprise. Et puis, cette politique de recrutement, elle s'accompagne aussi de politiques de licenciement. Je dirais que malheureusement, on a les deux flux dans les grandes entreprises. La grande entreprise licencie et embauche. L'idée, elle ne remplace pas les salariés à l'identique, évidemment. Elle licencie des salariés qui ont soit une compétence qui n'a plus d'attrait pour l'entreprise, soit des salariés qui ont une productivité qui est jugée assez faible, par des salariés avec des compétences intéressantes pour le futur. Donc ce double mouvement d'emploi, licenciement et embauche, c'est très caractéristique justement de ce qui se passe dans les grandes entreprises. Et puis c'est l'aide aussi, alors on verra le cas des plans de reclassement, mais ça peut être aussi l'aide apportée aux salariés, donc ce qu'on appelle l'outplacement. L'entreprise peut utiliser ses relations pour retrouver un job aux salariés qui vont le perdre. Alors c'est chez ses fournisseurs, chez ses sous-traitants, donc elle va utiliser tout son réseau d'affaires pour cela. C'est aussi ce qu'on a appelé à un moment donné l'essaimage, c'est-à-dire encourager les salariés à créer leur propre activité. Alors il faut qu'ils aient une idée, il faut qu'ils soient accompagnés. Ça suppose effectivement des formations à la création d'entreprises, etc. Et puis, ce sont aussi des aides à la création d'entreprises où carrément l'entreprise, en lieu et place ou en plus des indemnités de licenciement, va faire bénéficier aux salariés d'un petit pactole qui va servir de capital de base pour sa future entreprise. Donc il existe aussi des moyens. Alors ça aussi, ça s'organise, et le pluriannuel est un très très bon cadre pour organiser ça d'une manière satisfaisante. Encore une fois, plus on a réfléchi à ces problèmes en amont, et mieux ça se passe. Alors, la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences, donc, va permettre une meilleure adaptation de l'emploi sur le long terme. C'est quand même l'objectif qui va être visé. C'est-à-dire que le changement va se faire dans la continuité et pas dans la rupture. La rupture, c'est le plan de licenciement. On s'aperçoit qu'on n'est plus rentable et donc on licencie tout le monde et on recommence avec un effectif réduit. Ça, c'est le changement brutal. On va éviter ça parce que derrière, ce sont des hommes et donc ça pose forcément
un problème social. La gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences est précisément la condition des ajustements de l'emploi à court terme. Encore une fois, plus on prévoit à long terme, plus ça va être facile de s'adapter à court terme. Alors, cette démarche de gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences, elle n'a un sens que dans les grandes entreprises. Je vous disais tout à l'heure, une direction des ressources humaines, dans les entreprises de moins de 50 salariés, c'est assez rare. Ça peut arriver. À partir de 30, on peut commencer à trouver un responsable des ressources humaines. Là, la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences s'intéresse des entreprises à plusieurs centaines de salariés minimum, et c'est plutôt plusieurs milliers. Donc, évidemment, on est sur un dimensionnement d'entreprise très très important. Et je vous rappelle que ça représente moins de 0,5% des entreprises françaises. Mais que leur contribution à la performance de notre économie est essentielle. Donc, la GPEC est fondamentale pour ces très grandes entreprises, parce que ça va être le point de départ de toutes les autres politiques qui sont confiées à la gestion, à la DRH, à savoir la politique de formation, la politique de recrutement, la politique de licenciement, et puis la politique de développement de carrière. Donc tout ça, c'est lié, c'est rattaché d'abord à cette analyse préalable de la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences.